tribunal accorde la parole à l'accusation pour présenter les griefs articulés contre l'Afrique. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs le juge du tribunal d'histoire, une fois encore, une fois de plus, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Après avoir jugé quelques grandes figures de l'histoire tumultueuse du Congo démocratique, Léopold II, Lumumba, Mobutu et bien d'autres, votre tribunal, au réolé du succès de son œuvre, franchit le Rubicon ce soir et s'apprête à juger finalement toute l'Afrique. Et votre tâche, aussi ardue que noble, est de faire en sorte que ce soit un procès mémorable par la portée du jugement qui en découlera. Notre rôle à nous, avocats, n'est pas mineur. Il consiste à vous inviter non seulement à dire le droit, mais aussi et surtout à rendre la justice. Et nous savons que nous n'avons que les mots et qu'il ne nous restera que les mots, davantage dans un continent où la place de l'avocat s'amenuise, se réduit comme peau de chagrin, subit un déclin vertigineux, en adéquation avec la montée décomplexée des régimes tyranniques et concentrationnaires. Dans ce contexte, il ne nous restera que les mots, quoi qu'il nous en coûte. Mais le choix de la RDC pour abriter ce procès me pose problème. Parce que ce choix me paraît contestable, hasardeux, pour ne pas dire désastreux. Vous connaissez sans doute ces mots attribués à Frantz Fanon. Frantz Fanon, dont je n'adore pas les livres comme le veau d'or, contrairement à mon confrère de la Défense. Frantz Fanon aurait dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Et je crois savoir qu'il ne parlait pas du Congo voisin. Frantz Fanon a donc fait reposer sur les épaules de la RDC la responsabilité, la charge du progrès de toute l'Afrique. Pour Fanon, la réussite de la RDC avait vocation à irradier tout le continent par une sorte d'effet domino, un effet d'entraînement, à commencer par ses voisins. Je laisse à votre tribunal le soin de dire ce qu'il en est aujourd'hui. En ce qui me concerne, j'estime en toute modestie que si Fanon avait à réviser son propos prémonitoire, il dirait probablement ceci, que l'Afrique est un pétard mouillé dont le manche se trouve à Kinshasa. Voilà pourquoi ce n'est pas sans appréhension ni hésitation que j'ai accepté de porter la parole de l'accusation depuis la RDC, le ventre mou du continent. Je n'entends pas le faire comme un procureur intrépide et implacable, non, s'en faut. J'entends le faire comme un simple avocat, lourdement concerné et consterné par le sort qui est fait à mes frères et sœurs en humanité. Oui, parce que c'est cela être avocat. C'est se faire le garant de la fraternité. Ces mots sont d'une figure tutélaire de la profession, Henri Leclerc, disparu il y a peu. Et donc, j'ai bien conscience, Madame la Présidente, qu'accuser l'Afrique depuis la RDC, dans le rôle qui est le mien,
revient à accuser un pays qui est un condensé, un concentré d'Afrique. Un pays qui est habité et hanté par le malheur du continent. Et qui va en guerre contre ces malheurs en s'attaquant aux moulins à vent, aux ombres errantes de l'impérialisme, parce que c'est plus facile. J'ai bien conscience ce soir de plaider devant vous, mais en présence d'un public endoctriné. Un public qui est conquis à l'idée selon laquelle le malheur du pays vient d'ailleurs. Et en l'occurrence, aujourd'hui, de 2 ou 3 articles de la Constitution. J'ai conscience, Madame la Présidente, j'ai conscience de plaider devant un public qui se trompe de colère, oui, comme disait Senghor. Un public hostile à toute idée nuancée que je crois porter ce soir. Heureusement, fort heureusement, on n'est pas encore avocat tant qu'on n'a pas plaidé devant un public hostile. Je voudrais vous rassurer, je voudrais rassurer tout le monde ce soir. Je ne viens pas attaquer la RDC et ses dirigeants parce qu'on ne tire pas sur un corbillard. Ce procès n'est pas le procès de la RDC, c'est le procès de l'Afrique. Cela étant dit, puisqu'on sait depuis Albert Camus que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, je m'interroge et je vous interroge pour savoir quelle Afrique comparer ce soir devant vous. Parce que l'Afrique n'existe pas. Il existe des Afriques. Il existe plusieurs Afriques. Alors, laquelle est à la barre ce soir? Laquelle? Est-ce l'Afrique de Nelson Mandela qui nous a rendus fiers d'être africains? Ou est-ce l'Afrique du boucher des Grands Lacs? Vous le connaissez, le boucher des Grands Lacs, qui ensauvage la RDC depuis 3 décennies. On déroule le tapis rouge à ses pieds. Il n'a jamais été ostracisé du club de chefs d'État appelé ironiquement et honteusement Union africaine. Quelle Afrique allez-vous juger ce soir? Quelle Afrique? L'Afrique de Nyerere et d'Nkrumah, dont la voix n'était pas seulement entendue, mais surtout attendue dans le concert des nations. Est-ce l'Afrique de Lumumba et Sankara qui ont écrit en lettres de sang l'une des plus belles pages de l'histoire du continent? Ou est-ce l'Afrique des valets et de courtisans de puissants? Quelle Afrique jugez-vous ce soir? Est-ce l'Afrique de Bourguiba, de Senghor, d'Abdou Diouf, qui nous ont appris qu'il y a une vie après le pouvoir? Ou est-ce l'Afrique de président à vie, incarné par 3 Mathusalem, qui sont à Yaoundé, Malabo et Brazzaville? Ou est-ce alors l'Afrique des coups d'un temps, coup d'État, coup d'un temps militaire? Cette Afrique dont les porte-étendards sont aujourd'hui à Bamako, à Ouagadougou, à Conakry et à Niamey. Ah, ils disent-ils à longueur de journée cela, des discours anti-impérialisme, d'une virulence inouïe. Mais tout de même, ceux-là, ils ont un mérite. Ils ont un mérite. Ce mérite, c'est d'avoir réussi à faire croire à une frange importante des Africains qu'il y a une hiérarchie entre les impérialismes. En fait, que l'impérialisme de Moscou et de Pékin est préférable à celui de Bruxelles, de Londres, de Washington, et j'en passe. Ils ont réussi à nous faire croire qu'on peut s'affranchir d'un maître pour se mettre sous l'influence d'un autre maître. Ils nous ont expliqué à longueur de journée qu'on peut défaire une puissance étrangère pour se soumettre à une autre puissance étrangère. Ça, c'est un mérite, ça se célèbre.
Ils doivent être panthéonisés. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs le juge, vous l'avez compris, l'Afrique est plurielle, l'Afrique est complexe. Quand nous parlons d'Afrique de manière indistincte, c'est par commodité de langage. Nous parlons en réalité de cette part d'Afrique qui ne réussit pas, ou pour être gentil, cette part d'Afrique qui refuse de réussir, ce qui revient au même. Oui, parce que, vous le savez, il y a une part d'Afrique qui donne une image finalement brouillée et misérabiliste de toute l'Afrique. Cette image d'une Afrique machine à sécréter le désespoir. Cette Afrique que nos enfants s'empressent de déserter au péril de leur vie. Parce qu'ils ont compris que l'habitude du désespoir est pire que le désespoir. C'est Camus encore qui le dit. Puisque nous sommes d'accord, je le lis dans votre regard, nous sommes d'accord que c'est cette Afrique-là qui est en procès ce soir. Cette Afrique qui refuse de réussir. Et donc ce procès a du sens. Et nous pouvons plaider. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs le juge, cela fait 60 ans. 60 ans que l'Afrique post-coloniale est présentée sous les meilleurs auspices. Plus de 60 ans qu'on la console en lui promettant un avenir radieux. Mais la maudicité des fruits vient démentir tous les ans la promesse des fleurs. Et pour cause. Et pour cause. La place qu'occupent les États africains dans le classement des États du monde par indice de développement humain, cette place n'est pas honorable. Alors, je passerai sous silence d'autres classements. Je rappellerai simplement que l'indice de développement humain intègre une panoplie de critères, par exemple, le niveau de vie, qui s'analyse aussi en termes de qualité de vie, simplement. L'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation. Sur l'ensemble de ces critères, qui ne sont pas exhaustifs, l'Afrique est bien loin du compte. Alors qu'elle dispose, on l'a rappelé, de tous les atouts pour renverser ces tendances et sortir de l'impasse. Alors, pourquoi elle n'y arrive pas? Pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'elle ne s'y est jamais résolument engagée. L'Afrique est trop occupée à compter ses plaies. L'Afrique est occupée à faire l'inventaire des tragédies qui l'ont affectée. C'est parce qu'elle manque de courage. Ou plutôt parce qu'elle n'a de courage que pour dénoncer les auteurs de son immobilisme. Oui, les Africains sont impressionnants. Ils impressionnent par leur capacité à décrypter les mécanismes de leur retard. Ils savent le faire. Des livres très brillants écrits sur le sujet. Ils savent dénicher qu'il existe un complot contre l'Afrique. Mais quant à faire échec à ce complot, ils n'en savent rien. Ah, mais surtout, les Africains, ils disent que 60 ans d'indépendance, ce n'est pas beaucoup. Environ 60 ans après l'indépendance, ce n'est pas beaucoup. Les États africains sont très très jeunes. Ils sont jeunes. Ils ont l'avenir devant eux. C'est bien ça le problème des Africains. C'est qu'ils ont toujours le temps. C'est ça le problème. L'Africain est maître du temps. C'est ça le problème. Alors que les autres sont pressés par le temps, l'Africain, lui, habite le temps. Alors que d'autres se construisent dans le temps, l'Africain, lui, se construira dans l'avenir.
Madame la Présidente, je voudrais faire l'impasse sur la relation que l'Africain a avec le temps. Mais vous aurez compris, c'est une relation pathologique. Mais cette Afrique-là, l'Afrique de sempiternelle justification, explication, cette Afrique-là a trouvé ce soir un très bon défenseur. C'est Maître Mukonga Jacques. Et il va se battre, il va se débattre même, à grand renfort d'effet des manches, pour occulter la condition d'Africain. L'Africain dont il sait, que sa vie n'est qu'une longue traversée du vide. L'Africain n'a nulle part où construire sa vie, nulle part, ni sur sa terre natale, ni sur une terre d'exil ou d'immigration. Il le sait, il l'occultera, je vous le promets. L'Africain est assigné à résidence, finalement, dans l'un des endroits les plus dangereux au monde, qui s'appelle Afrique. L'endroit le plus dangereux au monde, le plus violent au monde, pour les femmes, pour les enfants, pour tout le monde, sauf pour les hommes et les femmes de pouvoir, en fait. Mon confrère, je le répète, va éluder la condition d'Africain. Il va ratisser très large en empruntant les éructations de ceux qui se gargarisent d'Afrique libre et souveraine, mais qui ont fait la preuve de leur incapacité, s'il vous plaît, à assurer un minimum de dignité à leur peuple. Il pourrait arriver à mon confrère d'admettre que si et là, ça ne va pas bien, mais tout de suite, ce sera pour alléguer que c'est par la faute des autres, par la faute de ceux qui ont déstructuré ce paradis perdu que fut l'Afrique. Tiens, l'Afrique, paradis perdu. Afrique immaculée, paradisiaque. Personne n'a suffisamment de talent comme lui pour vous la raconter. Il plaidera tout à l'heure une version romancée et fantasmagorique de l'Afrique. Faites-lui confiance, c'est un excellent conteur d'histoire. Mais surtout, armez-vous de patience pour écouter son requiem pour un paradis perdu. Son chant de douleur aura pour ritournelle le récit de l'esclavage et la traite négrière qui aurait vidé l'Afrique de ses forces vives. De très jeunes hommes auraient été arrachés à peine après leur première érection fécondante. Ce sont ces mots. Si bien qu'on se demande comment l'Afrique a pu se repeupler à une vitesse aussi balthazarienne. Au point de frôler l'explosion démographique aujourd'hui. On se demande. La défense vous proposera tout à l'heure quelques réflexions ennuyeuses sur les ravages de l'esclavage, la traite négrière. Tout ça est trop fatigant. Trop fatigant. Il va user de toutes les précautions de langage pour occulter le rôle joué par les Africains dans le commerce de leurs congénères. Là aussi, je vous le promets, il n'en parlera pas. Mais il pourrait mettre le curseur sur la colonisation. Prétexte majeur, la colonisation. Mais quelle blague, madame, quelle blague. Marcel Yabili et d'autres historiens nous enseignent que le peuple d'Afrique a non colonisé d'autres. Des études menées par des chercheurs du Nord et du Sud, des personnes qui sont au-dessus de tout soupçon de collusion avec l'impérialisme. Ces études soulignent que la précarité de l'Afrique a précédé la colonisation. Mais que ce sont les choix économiques d'après l'indépendance qui ont approfondi la pauvreté des Africains et exacerbé les inégalités.
Il faut accepter cette part de vérité, soyons honnêtes, tout de même. Madame, n'acceptez pas. N'acceptez pas qu'il vous manque de respect en vous disant, en 2024, que l'Afrique a pour problème son passé colonial. On est en 2024, soyons sérieux, madame. Ne laissez pas vous manquer de respect. Le Libéria et l'Éthiopie n'ont pas connu de colonisation en tant que telle. Ce ne sont pas des îlots de prospérité. Et quoi donc? Quoi donc, madame? Pensez-vous que si les rôles avaient été inversés dans l'histoire, les Africains se seraient refusés à soumettre d'autres peuples du Nord parce qu'eux, ils sont les enfants des cœurs, eux, les Africains? Et si, au siècle à venir, si d'aventure, l'Afrique venait à se donner les moyens de dominer le monde, va-t-elle se priver le plaisir de le faire parce que l'Afrique a le monopole du cœur? Non, madame la présidente. Celui ou celle qui vous en convaincra n'est pas encore né, je le sais. Et donc, madame la présidente, tenons-nous-en au fait. L'Afrique est née de la lutte. Elle ne sera sauvée que par la lutte. La lutte qui a mené aux indépendances ne demande qu'à être poursuivie contre les satrapes africains d'aujourd'hui. Il faut avoir le courage d'admettre que le produit, le fruit de la lutte pour l'indépendance a été confisqué par les élites politiques africaines. Et donc, si la défense veut inscrire sa parole dans un minimum de cohérence, la défense, elle devra, à mon sens, vous expliquer comment se fait-il que les Africains qui se sont battus avec succès contre l'ordre colonial ne sont plus capables de se battre avec succès contre l'ordre néocolonial. Il faut qu'il vous l'explique. J'espère aussi qu'il aura la générosité de vous dire pourquoi la prétendue mainmise de l'Europe sur l'Afrique ne génère que la précarité des peuples et pas celle de leurs dirigeants. Je ne comprends pas ça. Et donc l'impérialisme aurait des conséquences sélectives. Il accroît la pauvreté des pauvres, il augmente la richesse des riches. Il devra vous l'expliquer. Mais vous le savez, madame, la classe politique africaine n'est en réalité qu'un vestige ou un avatar de l'autorité coloniale. Elle est marquée par la volonté de se maintenir dans une zone de confort, dans un périmètre de privilèges, bref, dans un statut de dominant. Oui, madame, n'ayons pas honte à le dire. Les peuples africains sont aujourd'hui colonisés par leur classe politique. Et partout où s'exprime une soif de justice et d'émancipation contre ces satrapes africains, cette volonté est aussitôt matée. Et ce n'est pas la police ni les services de renseignement impérialistes qui le font. La presse libre est bâillonnée, les manifestants pacifiques sont traqués, jugés, condamnés au terme de parodie de procès. Et vous le savez, ce n'est pas la justice impérialiste qui s'en charge. Madame la Présidente, toute la littérature africaine et ses grands noms, de Wole Soyinka à Kamel Daoud, témoignent de la violence post-coloniale en disant qu'elle est plus féroce que la violence coloniale. Alors, Madame la Présidente, je vous prie ce soir de condamner les Africains à sortir de l'hystérie et de la paranoïa victimaire. C'est essentiel. En 2021, j'avais été invité à prendre la parole lors d'un forum dit « Congrès des jeunes Africains » dans une capitale européenne.
Pendant le débat qui a suivi mon bref exposé qui d'ailleurs constitue l'essentiel de mon propos ce soir, j'étais interloqué et désarçonné par un très jeune étudiant africain, très jeune parce qu'il avait 45 ans. Parce que vous le savez, les Africains sont toujours jeunes. Voilà. D'une voix métallique, sur un ton dogmatique, qui n'appelait aucune nuance, ce vieux jeune, au visage sculpté par la révolte et la colère, me récite comme un mantra tous les fléaux qui minent l'Afrique. Et il me reproche d'en ignorer l'origine occidentale. Il termine son intervention sous les applaudissements frénétiques de la salle, quand il évoque la responsabilité des Nations Unies et de l'Union européenne sur la tragédie africaine. Sur le moment, je vis cela très mal, comme un désaveu cinglant de mon discours, mais après, je finis par ravaler péniblement ma fierté. Je lui réponds sur le ton de l'humour qu'il a totalement raison, et qu'il a raison sur toute la ligne. Parce que, voyez-vous, je lui dis, le budget des États africains, ce budget qui réserve la part du lion aux acteurs politiques et des miettes à d'autres secteurs, éducation, agriculture, santé et j'en passe, ce budget-là est discuté au Parlement européen. Et quelquefois, ce budget est adopté à l'Assemblée générale des Nations unies. Je lui explique qu'il a raison parce que lorsqu'un dirigeant africain dépense pour l'anniversaire de naissance de son fils, en une seule soirée, l'argent nécessaire au fonctionnement d'une université, c'est aussi la faute de l'Union européenne et des Nations unies. Lorsque les premières dames africaines, sans exercer un emploi connu, sont à la tête d'une fortune incommensurable, c'est aussi la faute des Nations unies et de l'Union européenne, je le sais. Lorsqu'il manque un peu d'ordre dans les aéroports, et lorsque les routes africaines, lorsque sous les routes africaines règne une ambiance apocalyptique, oui, là aussi, il manque des casques bleus pour réguler la circulation. Je suis d'accord. Tout cela, Madame la Présidente, c'est pour dire le moment est venu de sortir de l'hystérie victimaire. L'Afrique des victimes doit céder la place à l'Afrique des survivants. Oui, il y a une différence entre une victime et un survivant. La victime se plaît à contempler ses plaies. Le survivant continue de marcher, non pas malgré, mais avec ses plaies. Le survivant se tient debout. La victime mendie la compassion. La victime m'a toujours... le survivant me rappelle le héros de ce beau roman de Hemingway, Le vieil homme et la mer. Vous le connaissez, qui se retourne sur ses batailles et il s'écrit « Un homme peut être vaincu, mais ne peut pas être détruit. » L'esclavage, la tête négrière, la colonisation, ça ne nous a pas détruits du tout. Voilà pourquoi votre tribunal rendrait un grand service à l'Afrique à interdire certains livres et à en proposer d'autres. Oui, il y a des livres qu'il n'est plus nécessaire de lire aujourd'hui parce qu'ils ont rempli leur utilité et au point que les lire aujourd'hui constituent un risque, un danger. J'en citerai quelques-uns. D'abord, le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Je vous le rappelle, il date de 1950. Donc, vous le lisez aujourd'hui, il vous transporte dans un monde où les Noirs avaient à se battre pour conquérir une place au soleil. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Arrêtez, s'il vous plaît. Mais je sais, c'est le livre de chevet de mon confrère. Le monde a changé depuis ce livre-là. L'Afrique aujourd'hui a son destin en main.
Et il faut sortir de la logique de l'inimitié. Le deuxième livre, le deuxième écrivain qu'il avait annoncé, c'est Les damnés de la terre de Frantz Fanon. Ce livre a pour vocation d'enfermer le lecteur dans un statut définitif de damné. Définitif. Les damnés de la terre. Mais pourquoi pas carrément les damnés du ciel, de la terre, de la mer, du sol et du sous-sol? Pourquoi pas? Pendant qu'on y est. Et puis, je ne citerai pas Cheikh Anta Diop, le pontife de la bien-pensance africaine, le père de la spécificité africaine et du repli identitaire. On entre dans ces livres comme on entre en religion. Mais que faire de Cheikh Anta Diop? Je ne sais pas. Brûler ces livres, c'est vous qui déciderez, madame, ce soir. En tout cas, je m'en remets à votre sagesse. L'obscurantisme intellectuel va de pair aujourd'hui avec l'obscurantisme religieux. Oui. Votre tribunal devra aussi penser au sort des églises et des mosquées en Afrique. Je voudrais que ce soir, vous ordonniez la fermeture des églises et mosquées pour 60 ans à venir. Parce qu'est-ce qu'on entend? Le bon Dieu le fera. Le bon Dieu agira en son temps. Inch'Allah, la inchalisation de la vie quotidienne. Le bon Dieu y pourvoira. Ces bons dieuseries ont tué l'Afrique. Madame, s'il vous plaît, essayons une Afrique sans église et sans mosquée pour 60 ans. Puis on verra. L'heure de la responsabilité a sonné. Les églises et les mosquées déresponsabilisent. Et d'ailleurs, il y en a qui chantent, en lingala on dit « Esengo, Ezali na Lola », n'est-ce pas? Le bonheur, ce n'est pas ici, c'est là-bas. Donc l'Africain a reporté son bonheur au ciel. La responsabilité. Et j'abuserai pas de votre temps. Mon confrère aura besoin de plus de temps que moi parce qu'il a à défendre l'indéfendable. La thèse de l'accusation tient à quelques mots. Les Africains sont responsables de leur destin à 90%. 90% responsables de leur destin. Sans dérobade, sans prétexte, les Africains ont leur destin en main. Leur servitude d'aujourd'hui est voulue. Leur servitude d'aujourd'hui est volontaire. J'aurais bien voulu le démontrer avec le franc CFA. Le temps ne me le permet pas. L'économiste togolais Kako Nabupko, un spécialiste reconnu du franc CFA, alors que tout le monde croit que la France a intérêt à maintenir le franc CFA, il vous dit non. Les résistances à la sortie du franc CFA viennent d'abord des banques centrales africaines des pays concernés. La doxa de tout à l'heure ne pourra pas le mentionner. Et donc, j'aurais bien voulu, Madame la Présidente, m'appesantir aussi sur le pillage des ressources naturelles de l'Afrique. Ce pillage qui se fait toujours avec une signature africaine. Parce que tous les contrats léonins qui sont conclus le sont toujours avec une signature africaine. L'époque de Jacques Foccart est révolue. Les Africains ne signent plus le revolver sous la tempe. C'est passé cela. Et donc, vous avez compris, l'Afrique a en main les clés de son avenir. Et votre tribunal, je vais terminer par là, madame, votre tribunal fera œuvre utile à le souligner. Votre tribunal mettra un point d'honneur à rappeler cette part d'Afrique qui refuse d'avancer, à lui dire qu'elle est responsable de sa situation d'aujourd'hui. Vous rappellerez à l'Afrique que la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. C'est encore Camus qui le dit.
vous rappellerez à défense que plaider une Afrique qui marche, une Afrique qui réussit, ça revient à jouer le jeu des satrapes africains, à laver leur conscience. Oui, Madame la Présidente, je ne devrais m'adresser qu'à vous et à vous seul. Mais une fois n'est pas coutume, permettez-moi, pendant que mon confrère se prépare à venir annoncer quelques vérités là, donc ça, permettez-moi de lui souhaiter de plaider à l'ombre de ces mots de Victor Hugo, dont il chérit les livres. Chers confrères, il me convient d'être avec le peuple qui meurt. Je vous plains d'être avec les rois qui tuent.